Je n'oublierai jamais ce matin de septembre, où tout a basculé. Le soleil parisien traversait les grandes baies vitrées de notre agence de communication, créant cette atmosphère trompeuse de chaleur que j'associerai désormais à la trahison. J'étais directrice créative adjointe depuis 5 ans, travaillant aux côtés de Philippe Mercier, mon mentor, celui qui m'avait repéré à l'école des arts visuels et m'avait prise sous son aile. Nous formions un duo redoutable, complémentaire. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai posé mon café sur mon bureau, allumé mon ordinateur et trouvé ce mail laconique. Réunion exceptionnelle, 9h30, salle du conseil. Pas de signature, pas d'explication. Ces convocations impromptues étaient rares chez Mercier & Associés. En me dirigeant vers la salle, j'ai croisé le regard fuyant de Marion, l'assistante de Philippe. Elle qui me saluait toujours avec enthousiasme a baissé les yeux. J'aurais dû comprendre. La salle était déjà pleine. Philippe, assis en bout de table, arborait ce visage distant que je ne lui connaissais que face aux clients difficiles. À sa droite, Élodie Vernet, une créative junior que j'avais moi-même recrutée 2 ans plus tôt. Face à eux, les 3 membres du comité exécutif. « Bonjour Sophie », a commencé Philippe, la voix étrangement formelle. « Merci d'être ponctuelle. Nous avons une nouvelle importante à partager. » Il a marqué une pause théâtrale avant de poursuivre. Nous avons décidé d'une restructuration du département créatif. Élodie va prendre la direction de l'équipe à partir d'aujourd'hui. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai fixé Élodie, qui souriait avec cette assurance nouvelle, presque méconnaissable. Ses yeux brillaient d'une ambition que je n'avais jamais su voir. Et moi, ai-je articulé, tentant de contrôler le tremblement dans ma voix. Nous te proposons de prendre en charge notre nouveau pôle digital. C'est une opportunité, Sophie. Tu superviseras 3 personnes et... Un placard doré, ai-je coupé, incapable de retenir ces mots. Tu me mets sur une voie de garage, Philippe. Le silence qui a suivi était insoutenable. Philippe a eu le mérite de soutenir mon regard, mais j'y ai lu plus de calcul que de remords. Les nouvelles galeries, ai-je murmuré. C'est pour ça, n'est-ce pas? 3 mois plus tôt, nous avions présenté 2 concepts différents pour ce client majeur. Le mien, plus audacieux, avait été écarté au profit de celui d'Élodie, plus consensuel. J'avais défendu ma vision avec peut-être trop de passion. Avec le recul, je comprends que c'est à ce moment précis que Philippe a commencé à me percevoir comme un obstacle plutôt qu'un atout. Cette décision n'a rien de personnel, a-t-il répondu mécaniquement. C'est stratégique. Je suis sorti de cette réunion avec une dignité froide qui masquait à peine ma rage. Dans l'open space, j'ai senti les regards, ce mélange de pitié et de curiosité malsaine. Quelques collègues m'ont adressé des sourires gênés. D'autres faisaient mine d'être absorbés par leur écran. La nouvelle s'était déjà répandue. De retour à mon bureau, j'ai trouvé une notification. Mes accès administratifs avaient été modifiés. 10 années d'investissement balayées en quelques clics. Je fixais mon écran sans vraiment le voir, revivant chaque moment où j'avais renoncé à des soirées, des week-ends, des vacances pour ce cabinet que je considérais comme une deuxième famille. Mon téléphone a vibré. Un message de Laurent, mon ex-associé qui avait quitté Mercier 2 ans plus tôt pour monter sa propre structure à Lyon. À dîner ce soir? Je suis sur Paris. Était-ce une coïncidence ou avait-il déjà appris ma déchéance? En cet instant précis, ça n'avait pas d'importance. J'avais besoin d'un visage ami. 20h chez Marcelo, ai-je répondu en nommant ce petit Italien où nous avions l'habitude de décompresser après les présentations stressantes. En quittant l'agence ce soir-là, j'ai croisé Philippe dans l'ascenseur. Nous sommes restés seuls, dans un silence assourdissant. Juste avant que les portes ne s'ouvrent, il a murmuré « Tu es brillante, Sophie, mais tu n'as jamais su jouer le jeu. » Je n'ai pas répondu. Dans ma tête se formait déjà l'idée qu'il existait peut-être un autre jeu avec mes propres règles. Les premières semaines furent les plus difficiles. Chaque matin, je traversais l'open space comme une étrangère, sentant les regards qui se détournaient à mon passage. Mon nouveau bureau exigu et mal éclairé contrastait cruellement avec l'espace lumineux que j'occupais auparavant. Les 3 jeunes designers qu'on m'avait confiés, Maxime, Justine et Thomas, semblaient aussi perdus que moi, relégués à ce pôle digital dont personne ne comprenait vraiment la mission. « On fait quoi exactement ?» m'avait demandé Justine lors de notre première réunion d'équipe, ses grands yeux noirs reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Bonne question. »
Philippe avait été vague, parlant d'innovation numérique et d'expériences immersives, mais sans budget ni feuille de route claire. La vérité était limpide, nous étions les oubliés de l'agence, un département créé pour me faire disparaître en douceur. Le dîner avec Laurent avait été une bouée de sauvetage. Après 2 verres de Chianti, j'avais laissé couler des larmes de frustration que je retenais depuis trop longtemps. « Tu devrais partir, Sophie, » avait-il dit simplement. « Viens travailler avec moi à Lyon. » J'avais refusé, pas par loyauté envers Mercier, ce sentiment s'était évaporé, mais par une sorte d'orgueil têtu. Partir serait admettre ma défaite. Donner raison à Philippe. Un mardi matin, Élodie est passée devant notre espace cloisonné, discutant avec animation des nouvelles propositions pour Sanofi. J'avais travaillé 3 ans sur ce compte, connaissant chaque subtilité de leur image de marque. Désormais, je n'étais même plus convié aux réunions préparatoires. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans mon appartement du 11e arrondissement, j'observais les lumières de la ville jouer sur mon plafond. Paris ne dort jamais vraiment, comme si l'agitation perpétuelle de ses habitants nourrissait son énergie. Cette insomnie m'a offert une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le lendemain, j'ai convoqué mon équipe dans un café voisin, loin des oreilles indiscrètes de l'agence. On nous a mis au placard, ai-je annoncé sans préambule. Mais on va transformer ce placard en laboratoire. Leurs visages se sont animés. Ces 3-là n'étaient pas des rebuts. Maxime, 24 ans, était un génie du code capable de donner vie aux interfaces les plus complexes. Justine, fraîchement diplômée des Gobelins, possédait une sensibilité graphique exceptionnelle. Quant à Thomas, ce trentenaire discret venait du monde de la scénographie et apportait une vision spatiale unique. Si personne ne nous dit quoi faire, alors nous déciderons nous-mêmes, ai-je poursuivi. Officiellement, nous travaillons sur des recherches exploratoires. En réalité, nous allons développer quelque chose de totalement nouveau. Durant les semaines suivantes, nous avons vécu dans une sorte de clandestinité créative. Tandis que l'agence bruissait d'activités autour des comptes prestigieux, notre petit groupe œuvrait dans l'ombre. Nous avons commencé à explorer l'idée d'une plateforme qui révolutionnerait la façon dont les marques interagissent avec leur communauté. Non plus par des messages descendants, mais à travers des expériences participatives. Philippe nous ignorait royalement, trop occupé à parader aux côtés d'Élodie lors des présentations importantes. Cette indifférence était devenue notre protection. Personne ne se souciait de vérifier sur quoi nous travaillions réellement, ni comment nous utilisions le modeste budget alloué au pôle digital. Un soir, après une journée particulièrement productive, Maxime m'a raccompagné à la station de métro. « Tu sais ce qui est ironique ?» m'a-t-il dit. « On n'aurait jamais pu développer ce projet dans l'ancienne structure. Trop de validation, trop de compromis. » Il avait raison, notre relégation était devenue notre liberté. Nous n'avions plus rien à perdre, plus personne à impressionner. Cette absence d'attente nous avait libérés des contraintes créatives habituelles. Un matin de décembre, 3 mois après ma rétrogradation, j'ai reçu un appel de Laurent. Sa voix semblait différente, chargée d'une excitation qu'il contenait à peine. « J'ai parlé de votre projet à Victor Lenoir », a-t-il annoncé. Mon cœur a fait un bond. Victor Lenoir était une légende dans notre milieu, ancien directeur marketing de LVMH reconverti en business angel, finançant les idées les plus novatrices. Il veut vous rencontrer tous les 4, la semaine prochaine. J'ai raccroché tremblante. Pour la première fois depuis ce jour de septembre, l'horizon s'éclaircissait. Non pas comme un retour à mon ancienne vie, mais comme l'ouverture vers quelque chose de neuf, d'inattendu. Ce soir-là, en quittant l'agence, j'ai croisé Philippe dans le hall. Il a esquissé un sourire condescendant. « Comment va le pôle digital ?» a-t-il demandé avec ce ton faussement concerné qui me donnait envie de hurler. « On survit », ai-je répondu simplement. S'il avait été plus attentif, il aurait peut-être remarqué cette lueur nouvelle dans mes yeux. Mais Philippe ne voyait que ce qu'il voulait voir, et c'était désormais son plus grand angle mort. La brasserie du 8e arrondissement où nous avions rendez-vous avec Victor Lenoir dégageait cette élégance discrète, propre aux établissements qui n'ont pas besoin d'en faire trop. Nous étions arrivés en avance, mon équipe et moi, nerveux, comme des étudiants avant un examen crucial. « Et s'ils détestent notre concept ?» murmurait Justine, en lissant compulsivement sa jupe plissée. « Alors nous aurons au moins osé », ai-je répondu, projetant une assurance que j'étais loin de ressentir. Victor est apparu à 13 heures précises, accompagné de Laurent. Grand élégant, sans ostentation,
Ils dégageaient cette aura particulière des personnes habituées à ce qu'on les écoute. Après les présentations d'usage, nous nous sommes installés à une table isolée au fond de la salle. Laurent m'a parlé d'une révolution, a commencé Victor avec un demi-sourire. J'adore les révolutions, mais elles sont rares dans notre secteur. Montrez-moi. Durant l'heure suivante, nous avons dévoilé notre projet. EO, une plateforme permettant aux consommateurs de co-créer les campagnes des marques à travers une série d'interactions narratives. Plus qu'un simple outil marketing, nous avions imaginé un écosystème où l'authenticité deviendrait le cœur de la communication. Victor écoutait attentivement, intervenant parfois avec des questions précises qui témoignaient de sa compréhension immédiate des enjeux. Lorsque Maxime a fait la démonstration du prototype sur sa tablette, j'ai vu les yeux de notre interlocuteur s'illuminer, cette lueur que tout créatif reconnaît, celle qui précède l'enthousiasme. « C'est exactement ce que je cherchais sans savoir le nommer », a déclaré Victor après notre présentation. « La communication traditionnelle est morte, mais personne n'a encore eu le courage de l'enterrer. » Il a marqué une pause avant d'ajouter « Je veux investir, mais à une condition. Vous devez quitter Mercier et vous consacrer entièrement à ce projet. » Le silence qui a suivi était chargé d'émotions contradictoires. Partir, créer notre propre structure, c'était à la fois grisant et terrifiant. « On a besoin de temps pour réfléchir », ai-je commencé, avant d'être interrompu par Maxime. « Moi, je suis prêt », a-t-il affirmé avec cette conviction propre à sa génération. Justine et Thomas ont acquiescé en chœur. Leurs regards se sont tournés vers moi, leur aînée, celle qui avait le plus à perdre. 10 ans chez Mercier, un salaire confortable, une réputation bâtie patiemment. 2 semaines, a proposé Victor. Réfléchissez, mais sachez que les idées comme la vôtre ne restent pas longtemps sans être saisies par d'autres. En sortant de ce déjeuner, j'ai marché seul le long des Champs-Élysées, laissant les autres rentrer à l'agence. Le ciel de février était d'un bleu tranchant, presque douloureux. Les vitrines luxueuses reflétaient une femme que je reconnaissais à peine, plus déterminée, plus vivante aussi que celle qui se rendait mécaniquement au bureau depuis des mois. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur Camille à Bordeaux, elle qui me connaissait mieux que personne a écouté mes doutes, mes espoirs, mes peurs. « Tu sais déjà ce que tu vas faire », a-t-elle conclu. « Tu attends juste la permission de sauter dans le vide. » Le lendemain, en arrivant à l'agence, une effervescence inhabituelle régnait dans les couloirs. Une réunion extraordinaire avait été convoquée. L'agence venait de remporter le compte Peugeot, un contrat colossal qui marquerait un tournant. Philippe paradait, plus suffisant que jamais, Élodie sur ses talons. En passant devant moi dans le couloir, il a laissé échapper un « Tu vois, Sophie, la stratégie paie » qui sonnait comme une justification rétrospective de ma mise à l'écart. J'ai observé la scène comme si j'étais déjà parti. Ce champagne qu'on débouchait, ces accolades, ces promesses de succès. Un monde auquel je n'appartenais plus sans l'avoir encore tout à fait quitté. Le soir même, j'ai réuni mon équipe dans mon petit appartement. J'avais préparé du risotto. Cuisiner avait toujours été mon refuge dans les moments d'incertitude. Autour de la table, nous avons discuté jusqu'aux premières lueurs de l'aube, pesant chaque option, chaque risque. « Si on échoue ?» a demandé Thomas, verbalise la crainte que nous partagions tous. « Alors nous échouerons en ayant essayé », ai-je répondu. « N'est-ce pas préférable à réussir dans quelque chose qui nous étouffe ?» Une semaine après notre rencontre avec Victor, nous avions pris notre décision. Nous démissionnerions, tous les 4 ensemble pour fonder ECO. J'avais rédigé une lettre à Philippe, sobre, professionnelle, sans amertume apparente. Pourtant, en relisant ces lignes qui officialisaient ma rupture avec une décennie de ma vie, je sentais un mélange de libération et de vertige. Le jour J, nous avons déposé nos lettres simultanément. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En fin de journée, Philippe m'a convoqué dans son bureau. « Tu fais une erreur », a-t-il déclaré, visiblement contrarié. « Où irez-vous ? Que ferez-vous » J'ai soutenu son regard, savourant cet instant où il réalisait enfin qu'il avait perdu le contrôle de la situation. « Nous avons un projet », ai-je simplement répondu. « Un vrai projet. » En quittant son bureau pour la dernière fois, j'ai ressenti, non pas le goût amer de la revanche, mais la saveur douce de la renaissance. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le véritable défi nous attendait désormais. Les premiers mois d'ECO furent à la fois exaltants et terrifiants. Nous avions loué un petit local dans le 10e arrondissement.
Un ancien atelier de couture, reconverti en espace de travail. Le parquet grinçait, le chauffage était capricieux, mais les verrières inondèrent l'espace d'une lumière naturelle que j'avais presque oubliée après des mois dans mon placard chez Mercier. L'investissement de Victor nous permettait de tenir un an sans revenu, pas davantage. Cette échéance planait au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès nous poussant à travailler avec une intensité frôlant parfois l'obsession. Les journées s'étiraient, se transformaient en nuits blanches, ponctuées de pizzas froides et de discussions enflammées. Nous dormions peu, rêvions beaucoup. Notre première cliente fut une marque de cosmétiques bio en difficulté. Claire Dubois, sa fondatrice, avait entendu parler de nous par Laurent. Elle cherchait désespérément à se démarquer dans un marché saturé. On ne peut pas rivaliser avec les budgets publicitaires des géants, nous avait-elle expliqué. Mais on a une histoire vraie à raconter. C'était exactement ce pourquoi Eco avait été conçu. Durant 6 semaines, nous avons développé une campagne où les clients de Claire devenaient les ambassadeurs de sa marque, partageant leurs expériences à travers notre plateforme. Pas de script préétabli, pas de messages formatés, uniquement des témoignages authentiques qui résonnaient avec une sincérité rare dans l'univers cosmétique. Le succès fut immédiat et inattendu. Les ventes de Claire augmentèrent de 40% en 2 mois. Un article dans Elle Magazine qualifia notre approche de révolution douce dans un monde marketing saturé de faux semblants. D'autres marques commencèrent à nous contacter, d'abord timidement, puis avec insistance. Un soir d'été, alors, que nous célébrions notre 6e contrat autour d'un dîner sur notre terrasse improvisée, Justine a reçu un message de son ancienne collègue, restée chez Mercier. « Philippe a demandé une analyse de notre campagne pour Gaïa Cosmétiques », a-t-elle annoncé, un sourire flottant sur ses lèvres. Apparemment, ils essaient de comprendre notre méthodologie. Nous avons éclaté de rire. L'ironie était délicieuse. Celui qui m'avait jugée incompétente tentait maintenant de décortiquer notre succès. Mais l'euphorie des débuts a progressivement laissé place à la complexité de la croissance. À mesure que notre clientèle s'élargissait, nous devions recruter, structurer, formaliser ce qui était né dans l'urgence et l'instinct. Thomas et moi défendions une expansion prudente, tandis que Maxime et Justine poussaient pour une accélération rapide, séduisante mais risquée. Un mardi matin, notre réunion hebdomadaire a dégénéré en confrontation. On refuse trop. De projet, s'est emporté Maxime. Si on ne grandit pas maintenant, d'autres copieront notre modèle et nous dévoreront. Grandir trop vite, c'est risquer de diluer ce qui fait notre force, ai-je répliqué. L'authenticité ne se scale pas comme une application mobile. La tension était palpable. Pour la première fois, je voyais se dessiner une fissure dans notre belle cohésion. Cette dispute cristallisait des visions divergentes, non seulement sur notre développement commercial, mais sur l'essence même de notre projet. Ce soir-là, resté seul au bureau, j'ai été saisi d'un doute viscéral. Et si j'étais en train de reproduire les erreurs de Philippe, m'accrochant à une vision par peur du changement, cette pensée m'a glacé. Je ne voulais pas devenir ce que j'avais fui. Le lendemain, j'ai proposé un compromis. Nous accepterions plus de projets, mais uniquement ceux qui correspondaient parfaitement à notre philosophie. Nous recruterions, mais en privilégiant des profils atypiques et passionnés plutôt que des CV prestigieux. Enfin, nous consacrerions chaque vendredi après-midi à un projet pro bono pour une association, une façon de nous rappeler pourquoi nous avions créé Echo. Cette proposition a apaisé les tensions, au moins temporairement, mais elle m'a surtout rappelé une vérité essentielle. Echo n'était pas ma revanche personnelle contre Philippe. C'était une entreprise collective qui devait évoluer avec ses membres, se nourrir de nos désaccords comme de nos enthousiasmes partagés. Un matin d'automne, en me rendant au bureau, j'ai aperçu une affiche pour les révélations de la communication, un prix prestigieux récompensant les agences innovantes. J'ai souri en pensant qu'1 an plus tôt, ce genre de reconnaissance professionnelle m'obsédait. Aujourd'hui, elle me semblait anecdotique comparée au chemin parcouru. Pourtant, lorsque Justine a suggéré que nous présentions notre candidature, j'ai senti une étincelle d'excitation. Non par vanité, mais parce que cette visibilité pourrait amplifier l'impact de notre approche sur toute l'industrie. On a une chance de changer les règles du jeu, a-t-elle insisté. Pas juste pour nous, mais pour tous. Elle avait raison. Notre rébellion méritait de devenir une révolution. Et pour cela, il nous fallait retourner dans l'arène que j'avais quittée,
affronter les regards que j'avais fuis, y compris celui de Philippe. La cérémonie des révélations de la communication se tenait au pavillon Cambon, cet écrin d'élégance niché entre la place Vendôme et les jardins des Tuileries. En montant les marches, vêtu d'une robe noire que je n'avais pas sortie depuis mon départ de Mercier, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et d'incrédulité. Un an plus tôt, j'étais cette professionnelle humiliée, reléguée dans un bureau sans fenêtre. Ce soir, j'entrais par la grande porte, à la tête d'une agence nominée dans 2 catégories. L'intérieur bourdonnait de ce networking caractéristique des événements du secteur, ce balai de cartes de visite, de compliments calibrés et d'alliances stratégiques. J'ai immédiatement repéré plusieurs visages familiers, dont certains anciens collègues qui oscillaient entre embarras et curiosité à mon égard. Leur attitude avait subtilement changé. Je n'étais plus la déchue, mais la fondatrice d'Eco, cette agence dont on parlait dans les dîners. Sophie Lesage. Une voix familière m'a fait sursauter. Marion, l'ancienne assistante de Philippe, s'approchait radieuse. « J'espérais tellement te voir ce soir. » Son enthousiasme semblait sincère, presque complice. Elle m'a prise à part, baissant la voix. « Tu sais qu'ils ont essayé de copier votre approche? C'est un désastre. Philippe parle de communication participative dans toutes les réunions, mais personne ne comprend vraiment ce que ça signifie. » J'ai réprimé un sourire. L'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie, dit-on. « Et Élodie » ai-je demandé, surprise de ma propre curiosité. « Partie chez Publicis il y a 2 mois, a répondu Marion avec une grimace éloquente. Dès que l'agence a commencé à perdre des clients, notre conversation a été interrompue par l'arrivée de mon équipe. Nous avions bien grandi, désormais 12 personnes, chacune apportant une sensibilité unique à notre projet commun. Maxime, devenu directeur technique, arborait ce soir-là une assurance nouvelle, loin du jeune codeur timide que j'avais connu. Justine, responsable de la création, attirait tous les regards dans sa combinaison rouge audacieuse. Quant à Thomas, il discutait déjà avec un potentiel client, cultivant ce talent naturel pour créer des connexions authentiques. La cérémonie a débuté avec le faste habituel, discours pompeux, vidéos promotionnelles, blagues convenues. J'observais tout cela avec un détachement nouveau, consciente d'appartenir à ce monde sans plus être définie par ses codes. Lorsque la catégorie Innovation digitale a été annoncée, j'ai senti la main de Justine serrer la mienne sous la table. Et le prix est attribué à Eco pour sa plateforme de co-création narrative. Le temps s'est comme suspendu. Nos cris de joie, les applaudissements, la montée sur scène, tout semblait se dérouler à travers un filtre onirique. Sur l'estrade, face à cette industrie qui m'avait rejetée puis redécouverte, j'ai cherché les mots justes. Eco est né d'une conviction simple. Les meilleures histoires sont celles qui résonnent avec vérité, ai-je commencé. Pas celles qu'on impose, mais celles qu'on révèle ensemble. Mon regard a parcouru la salle et s'est arrêté sur un visage que j'aurais reconnu entre mille. Philippe, assis au 3e rang, m'observait avec une expression indéchiffrable. Nos yeux se sont croisés brièvement avant que je ne poursuive mon discours. Plus tard dans la soirée, alors que nous célébrions notre victoire au bar, Maxime m'a discrètement fait signe. « Philippe arrive, a-t-il murmuré. Tu veux qu'on forme un barrage ?» J'ai secoué la tête. Cette confrontation était inévitable, peut-être même nécessaire. Philippe s'est approché, verre de champagne à la main, affichant ce sourire professionnel qui ne trahissait rien de ses pensées véritables. « Félicitations, Sophie », a-t-il énoncé avec cette articulation parfaite qui avait tant impressionné les clients autrefois. « Une belle réussite. Merci, Philippe. » Un silence inconfortable s'est installé. Que dire à l'homme qui avait tenté de briser ma carrière et m'avait, sans le vouloir, propulsé vers ma plus grande réussite. « J'ai toujours su que tu avais du potentiel, » a-t-il finalement ajouté, réécrivant déjà l'histoire dans sa tête. « Tu avais besoin d'espace pour t'épanouir. » J'ai failli m'étrangler avec mon champagne. L'audace était stupéfiante. Il transformait son geste mesquin en acte de générosité visionnaire. « C'est une façon de voir les choses, » ai-je répondu, gardant mon calme. « Disons que j'ai transformé un placard en tremplin. » Son sourire s'est légèrement crispé. Nous savions tous deux ce qui s'était réellement passé. « Mercier et associé traversent une période délicate, » a-t-il fini par admettre, baissant la voix. « Nous envisageons une restructuration majeure. Ton approche chez Eco, elle pourrait nous inspirer. »
J'ai compris immédiatement ce qu'il insinuait. Ce n'était pas simplement une reconnaissance, c'était une ouverture, peut-être même une proposition voilée de collaboration ou d'absorption. Notre approche n'est pas une méthodologie qu'on peut simplement greffer sur une structure existante, ai-je répondu doucement. C'est une philosophie. Elle requiert une remise en question fondamentale. Son regard s'est durci imperceptiblement. Philippe détestait les leçons, surtout celles qui venaient de ses anciens subordonnés. Tout peut s'adapter, a-t-il insisté. Question de volonté. Et d'humilité, ai-je ajouté, le regard soutenant le sien sans agressivité. Il a hoché la tête avec un sourire forcé avant de s'éloigner, me laissant dans un état de confusion inattendue. Je ne ressentais ni la jubilation de la revanche, ni l'amertume résiduelle que j'avais anticipée. Juste une forme de paix teintée, de mélancolie. Celle qui vient quand on réalise qu'on a définitivement tourné une page. Cette nuit-là, en rentrant vers mon appartement dans un taxi qui traversait Paris endormi, j'ai repensé à mon parcours. Je n'étais plus défini par ce que Philippe m'avait fait, ni même par ma réaction à son rejet. J'avais construit quelque chose qui me dépassait, qui nous dépassait tous. Cette réalisation était plus gratifiante que n'importe quel trophée. 2 années se sont écoulées depuis cette soirée des révélations. Echo a prospéré au-delà de mes espérances, les plus folles. Nous occupons désormais un immeuble entier dans le Marais, un ancien hôtel particulier dont nous avons préservé l'âme tout en y insufflant notre identité, à l'image de notre philosophie qui respecte l'authenticité tout en la modernisant. Notre équipe compte maintenant 37 personnes, une constellation de talents venus d'horizons divers. Développeurs, bien sûr, mais aussi sociologues, artistes, anthropologues. Cette diversité nourrit notre approche, la fait évoluer constamment. Nous avons même ouvert un bureau à Lyon, confié à Justine, qui souhaitait retourner dans sa ville natale. Le succès commercial a suivi la reconnaissance professionnelle. Nous sélectionnons nos clients avec soin, privilégiant ceux qui partagent véritablement notre vision plutôt que ceux qui voient en nous un simple moyen de paraître innovant. Cette exigence nous a paradoxalement rendus plus désirables encore. L'exclusivité crée le désir, même dans le monde corporate. Un jeudi de printemps, alors que je présentais notre nouvelle fonctionnalité à l'équipe, mon téléphone a vibré. Un message de Laurent. Urgent. Appelle-moi. Laurent n'était pas du genre alarmiste. Devenu notre conseiller informel, il gardait habituellement son calme olympien en toutes circonstances. Je me suis isolé pour le rappeler immédiatement. Mercier est en vente, a-t-il annoncé sans préambule. Philippe a jeté l'éponge. L'agence a perdu ses 3 plus gros comptes en 6 mois. Il cherche discrètement un repreneur. Ma première réaction fut la surprise, pas tant par la nouvelle elle-même. Les rumeurs sur les difficultés de mon ancienne agence circulaient depuis des mois, mais par ma propre réaction. Je ne ressentais aucune satisfaction, aucune jubilation vengeresse, juste une forme de tristesse pour ces collègues qui allaient vivre l'incertitude que j'avais connue. « Pourquoi me dis-tu ça ?» ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. « Victor pense que vous devriez envisager le rachat, une acquisition stratégique. Mercier a encore une belle clientèle dans le luxe, un secteur où Echo est moins présent. » L'idée était vertigineuse. Racheter l'agence qui m'avait rejeté, devenir la patronne de Philippe. La boucle parfaite, la revanche ultime. J'ai besoin de réfléchir, ai-je murmuré avant de raccrocher. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. L'opportunité commerciale était indéniable. Mercier, malgré ses difficultés récentes, restait une agence respectée avec un portefeuille client complémentaire au nôtre. Mais pouvais-je vraiment envisager de collaborer à nouveau avec Philippe? Pouvions-nous intégrer une culture d'entreprise si différente de celle que nous avions patiemment construite? J'ai convoqué les fondateurs, Maxime, Justine et Thomas, pour une réunion exceptionnelle dans un petit restaurant de Belleville, loin des oreilles indiscrètes. Leurs réactions ont été aussi diverses que prévisibles. « C'est une opportunité en or », s'est enthousiasmé Maxime, toujours stratège. « On doublerait notre taille d'un coup, avec des synergies évidentes. »« Un cauchemar culturel », a objecté Thomas. « Leurs équipes sont formatées dans un moule dont on a justement voulu s'échapper. » Justine, connectée en visioconférence depuis Lyon, était plus mesurée. « Ça dépend de nos intentions. Voulons-nous absorber ou transformer? Racheter pour imiter ce qu'on détestait ou pour démontrer qu'une autre voie est possible ?» Sa question a résonné en moi profondément.
Quelle était ma véritable motivation? Étais-je toujours quelque part cette femme blessée, cherchant à panser son ego? Ou avais-je réellement dépassé cette étape? Après 2 semaines de discussions intenses, d'analyse financière et de projections stratégiques, nous avons pris notre décision. Échaud ferait une offre pour Mercier & Associés, mais pas comme une simple acquisition. Nous proposerions une fusion progressive, respectueuse des équipes en place, avec un projet de transformation étalé sur 18 mois. Pas de licenciements brutaux, mais une réorientation graduelle vers notre vision de la communication. Le jour de l'annonce officielle, j'ai demandé à rencontrer Philippe en tête-à-tête. Il m'a reçu dans ce même bureau où 3 ans plus tôt, il m'avait signifié ma mise à l'écart. Les rôles étaient désormais inversés, mais je ne ressentais aucun désir d'humiliation. « Pourquoi, Écho ?» a-t-il demandé, visiblement tendu. « Tu aurais pu nous laisser couler. »« Parce que ce n'est pas une question de toi ou moi, ai-je répondu sincèrement. Il y a 40 personnes talentueuses dans cette agence, et parce que je crois sincèrement que notre approche peut redonner du sens à ce que vous faites ici. » Il m'a observé longuement, cherchant peut-être la faille, l'agenda caché. « Je ne resterai pas, » a-t-il finalement déclaré. « Tu t'en doutais, j'imagine. » J'ai acquiescé. C'était prévisible, nécessaire même. Certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. « Que feras-tu » ai-je demandé par curiosité sincère. « J'ai un projet dans le sud, » a-t-il répondu, soudain plus détendu. « Une petite structure, quelque chose de plus personnel. » J'ai souri, reconnaissant dans ces mots l'écho de ma propre quête 3 ans plus tôt. Peut-être avait-il, lui, aussi, besoin de se réinventer. La transition fut moins tumultueuse que prévu. Beaucoup d'employés de Mercier étaient affamés de changement, épuisés par les méthodes traditionnelles qui ne fonctionnaient plus dans un monde transformé. D'autres ont choisi de partir, ce que nous avons facilité avec des indemnités généreuses et un accompagnement personnalisé. 6 mois après la fusion, nous avons organisé une fête sur une péniche naviguant sur la Seine. L'atmosphère était électrique, cette énergie particulière qui naît quand des personnes différentes découvrent qu'elles peuvent créer ensemble quelque chose de plus grand que leurs différences. Au milieu des conversations et des rires, j'ai pris un moment pour m'isoler sur le pont supérieur. Paris défilait lentement, majestueuse et immuable. Je pensais à ce jour de septembre où tout avait basculé, à cette humiliation qui avait semé les graines d'une renaissance inattendue. Thomas m'a rejointe, me tendant une coupe de champagne. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé doucement. « À la beauté des détours » ai-je répondu. « Si Philippe ne m'avait pas mis au placard, Écho n'existerait pas. Si Mercier n'avait pas périclité, nous ne serions pas ici ce soir. Tout ce que j'ai perçu comme des injustices était en réalité des portes s'ouvrant vers quelque chose de meilleur. » Il a souri, levant son verre. « À Philippe, alors ?» J'ai éclaté de rire, surprise par cette suggestion. « Non, pas à Philippe, à nous, à ceux qui transforment les rejets en fondation, les échecs en tremplin, à ceux qui osent recommencer. » Nos verres se sont entrechoqués, cristallins comme une promesse, tandis que la tour Eiffel scintillait au loin, illuminant la nuit parisienne de ses étincelles dorées.